Tu entends parler d'actions en justice, des tribunaux, de la Cour de cassation, du demandeur, du défendeur, des conditions de recevabilité, des principes de l'action judiciaire et tu es perdu. Ne bouge pas, tu es au bon endroit. Bienvenue dans Mnémotactique, l'académie 100% gratuite qui va te permettre de dédramatiser les contenus de cours, de les rendre plus accessibles et de te permettre de performer pour les examens. Aujourd'hui, nous allons détailler l'organisation judiciaire. C'est parti. Lorsqu'un conflit devient litige, il se retrouve reconnu en droit et va être matérialisé par ce qu'on appelle une action en justice. Qu'est-ce que c'est ? Ça va être le pouvoir qui est reconnu aux particuliers de s'adresser à la justice pour pouvoir obtenir le respect de ses différents droits et de ses intérêts éventuels en justice, donc devant les tribunaux. Déjà en préambule, simplement pour le différencier du conflit, le conflit est un terme de langage courant qui va permettre de matérialiser à chaque fois qu'on est en désaccord avec quelqu'un. En revanche, tout conflit n'a pas d'impact en droit. En revanche, un litige est un conflit qui va être mené en justice, donc simplement il faut être d'accord sur le vocabulaire. La première chose à dire au niveau des actions en justice, c'est que les recours devant les tribunaux vont répondre à un certain nombre de valeurs, certaines valeurs qui sont véhiculées et développées au niveau européen et certaines valeurs qui sont des valeurs simplement de droit national. Vous allez voir en fait que ces valeurs se complètent assez bien. Simplement, il faut comprendre donc que le recours devant les tribunaux répond en fait à un impératif de justice, d'équité entre les citoyens et donc de protection de la société de manière générale. Il faut donc, avant de mettre en place un système et une procédure au niveau judiciaire, savoir quelles sont les valeurs qui sont défendues par la société. Et donc c'est en répondant à ces valeurs et pour répondre à ces valeurs que le système que l'on connaît a été mis en place. Donc on va développer tout de suite les différents principes dont il est question. Dans un premier temps, donc au niveau du droit européen, vous avez un certain nombre de règles qui sont énoncées par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par exemple, est indiqué que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. Donc on va revenir du coup sur ces différents points puisque c'est autant de règles qui vont gouverner les recours devant les tribunaux. Donc la première chose, c'est l'équité, en fait, donc le droit à un procès équitable. Donc simplement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le fait d'avoir le droit à un procès qui est loyal, qui va du coup respecter des règles de forme et de fond qui vont être destinées à protéger les parties en présence, et aussi sur le devoir de loyauté, le fait qu'il n'y ait pas de différence d'intérêt entre les différentes parties, et donc on n'avantage pas une partie par rapport à l'autre. Qu'est-ce que ça implique d'avoir le droit à un procès équitable ? Première chose, c'est le fait que les décisions doivent être motivées, donc ça veut dire qu'elles doivent être expliquées, et en gros, on doit justifier la décision qui est prise par rapport aux règles de droit et à ce qui sera compris, déterminé par rapport à la situation de fait qui nous est proposée. La deuxième chose, c'est le fait qu'on se doit de juger de façon impartiale et par un tribunal indépendant. Donc là, en fait, on est vraiment sur le fondement de la séparation des pouvoirs et non sur le fait que le jugement qui va être transmis est un jugement qui dépend des règles de droit et là encore qui ne dépend pas ni de la qualité des parties, ni d'un quelconque conflit d'intérêts pour lequel les juges en fait seraient influencés d'une manière ou d'une autre. Le dernier point, c'est du coup la possibilité pour les parties d'être présentes à l'audience. Donc vous avez différents principes qui en découlent, mais simplement c'est le fait d'avoir le droit d'entendre ce qui est dit lors de l'audience, le fait d'avoir le droit de se défendre et donc de proposer ses arguments lors du procès. La deuxième chose, le deuxième point, c'est le fait d'avoir le droit à un procès dans un délai raisonnable, d'une durée raisonnable. Et donc pour ça, en fait, raisonnable, c'est un terme qui revient souvent en droit, mais du coup souvent qui est apprécié selon les circonstances. Donc en fait, selon les circonstances, un délai raisonnable sera différent en fait en fonction du litige qui est proposé. Donc ça va dépendre de la complexité de l'affaire,
du comportement des différentes parties, des preuves éventuelles qu'il va falloir apporter, de la durée de l'instruction éventuellement en fonction du sujet en fait sur lequel le procès va intervenir, etc. À savoir que lorsqu'il y a un dépassement d'un délai dit raisonnable, alors encore une fois c'est apprécié au cas par cas, s'il y avait une lenteur manifeste, il y a possibilité de faire déclarer l'État responsable et de demander une réparation. Le fondement sur lequel on peut s'appuyer pour faire cette demande, c'est le déni de justice, puisqu'en fait, on considère que dans cette situation-là, le justiciable n'a pas été en mesure d'être protégé par la justice et donc que la lenteur équivaut en fait à un déni de justice en partie. En lien avec ces différentes valeurs et donc du coup ces différents grands principes au niveau du procès, vous avez une sorte de traduction, ou en tout cas une extension qui est faite en droit français. Donc en fait, ça va être exprimé de la même manière, mais finalement, c'est assez complémentaire à ce qu'on vient de dire. La première chose, c'est que tout procès doit respecter ce qu'on appelle le principe du contradictoire. Autrement dit, un litige oppose deux parties. Les deux parties ont droit d'être entendues et de pouvoir chacune présenter leurs prétentions, leurs preuves éventuelles pour démontrer en fait ce qu'elles souhaitent démontrer. Donc soit le caractère fautif de son adversaire, soit du coup de se défendre en prouvant que ce qu'on a réalisé, au contraire, n'était pas fautif. De la même manière, et dans cette idée-là, le fait de pouvoir se défendre implique également, en amont, d'avoir eu communication des différentes pièces du procès pour avoir le temps de préparer sa défense et donc de présenter ses arguments en fonction de ce qui sera dit par la partie adverse. Je le disais aussi donc plus en détail, du fait que les parties ont le droit d'être présentes aux audiences, par extension, on a aussi en droit français le principe de publicité des débats. Donc c'est-à-dire que les tribunaux normalement sont ouverts et donc toute personne peut assister aux instances. On a en revanche des exceptions à ça, c'est les situations du huis clos, où en fait, à ce moment-là, les débats et le procès en lui-même sont tenus hors publicité, donc du coup n'interviennent que les personnes qui sont concernées par le procès, et à ce moment-là, les débats ne sont pas ouverts. Donc simplement, à titre de parenthèse, vous avez la possibilité d'assister en tant qu'auditeur libre aux différents procès qui interviennent, à différentes vocations. Déjà, vocation de culture, bien évidemment, voir comment ça se passe dans le cadre d'un tribunal. Aussi, voilà, par rapport aux matières que vous travaillez, là, pour l'introduction au droit, c'est particulièrement instructif d'avoir déjà assisté à un procès pour comprendre un petit peu les mécanismes du droit français. Ensuite, on a un principe d'oral. Donc en fait, il y a l'oralité des débats. C'est simplement le fait qu'on se base sur un argumentaire donc humain, et que la démonstration, la présentation des arguments fait partie finalement des moyens de preuve, en tout cas dans la définition de la preuve. Je renvoie à l'autre vidéo qui le mentionne. Vous avez cette partie intellectuelle liée à la preuve qui consiste à utiliser des procédés qui vont permettre de présenter en fait la preuve d'une certaine manière pour que ça nous soit bénéfique au moment du procès. Pour le coup, ça intervient bien par rapport à l'oralité des débats, puisque la présentation des prétentions des parties donc, se fait à l'oral. Simplement d'un point de vue procédural, vous avez les procédures qui sont écrites, et donc les différentes étapes qui sont écrites pour garder une trace en fait des différentes étapes de procédure. Ensuite, en termes de principe, vous avez aussi la gratuité au niveau de la justice. Alors attention, c'est une chose qui médite souvent. Effectivement, quand on parle de gratuité, on parle de la gratuité de participation au procès, et donc en fait ça signifie que les magistrats ne sont pas payés directement par les parties, et donc ça nous permet justement de garantir l'indépendance et l'impartialité des juges. Donc les juges sont payés directement par l'État. En revanche, effectivement, le fait d'assister à un procès fait que vous avez la possibilité de choisir par qui vous serez représenté. Et donc effectivement, si vous n'avez pas un avocat qui est connu d'office, vous avez un avocat que vous avez choisi et pour lequel vous payez une rémunération. On est sur un autre sujet là pour le coup, c'est par rapport à votre défense où vous avez éventuellement le libre choix de la personne qui vous défend. Maintenant qu'on a évoqué les grands principes, on va pouvoir aller un petit peu plus dans le détail sur la résolution de situations pratiques et donc sur l'analyse de qui fait quoi
en justice en droit français. On va parler déjà de compétences des tribunaux. Donc, la première chose à dire, c'est que la compétence des tribunaux va permettre d'identifier, pour un litige en particulier, qui est apte à juger le procès. Et éventuellement, du coup, ça découlera derrière pour dérouler tout le régime juridique et donc le type de droit qui va être applicable dans le cadre de ce litige. En tout cas, c'est concomitant. Enfin, c'est pas l'un qui découle sur l'autre, mais c'est que du coup, les deux sont liés, si vous voulez. Donc, dans la compétence, il va y avoir 2 éléments qu'on va étudier successivement. La première chose, c'est la compétence matérielle. Donc, on va faire un premier schéma sur cette partie-là. Et la deuxième partie, c'est la compétence territoriale. Donc déjà, première chose, définition, la compétence matérielle, qu'est-ce que c'est ? Ça va être l'aptitude, la compétence en fait d'un tribunal à pouvoir juger un litige qui lui est proposé. Et donc, il va y avoir en fait plusieurs éléments qui vont permettre à ce tribunal de juger. La première chose, ça va être la nature du litige. Donc en fait, le contenu, le contexte dans lequel se passe ce litige. Le deuxième point, ça va être le montant éventuel du litige, puisqu'on va voir que parfois il y a une concurrence entre différentes juridictions, et donc qu'en fonction du montant, elle va pouvoir aller à l'une ou à l'autre. Et il y a aussi donc le degré de juridiction qu'on va évoquer juste après, mais parce qu'il y a possibilité de rejuger plusieurs fois la même affaire, même si c'est pas tout à fait ça en réalité. On a cette possibilité-là, donc du coup ça va dépendre aussi de où on se situe en termes de stade de procédure. Sur la compétence donc matérielle, on va parler dans un premier temps des instances en fait de droit français, donc en droit national, et ensuite on développera un petit peu les instances en droit international. Donc les instances en droit national, déjà il va falloir distinguer, puisque vous avez 2 grands ordres qui se confrontent au niveau des juridictions. Vous avez d'un côté l'ordre judiciaire, où il y aura beaucoup plus de choses à dire, puisqu'en fait il y a beaucoup plus de sous-catégories. Et vous avez l'ordre administratif. En termes de répartition, simplement pour bien le comprendre, même si c'est pas tout à fait ça en termes de termes justement et en termes de logique, il faut comprendre que ça se base plutôt bien finalement sur la distinction fondamentale qu'on a vue dans d'autres vidéos que je vous invite à aller voir, entre le droit public et le droit privé. Alors attention, on n'est pas tout à fait dans cette logique-là, il faut faire attention, puisqu'on a effectivement parfois des règles qui s'entremêlent dans certaines situations et que le découpage n'est pas si net que ça. Pour autant, ça permet quand même déjà de bien se représenter les choses et de comprendre pourquoi on a 2 ordres de juridiction qui sont complètement distincts. Donc on va faire dans l'ordre. Donc au niveau de l'ordre administratif, donc en termes de contenu, ça va concerner tous les litiges relatifs à l'activité de l'administration. Et donc dans un premier temps, quand vous allez vouloir mener donc une affaire en justice qui concerne notamment des actes administratifs ou l'administration de manière générale, vous allez avoir, contrairement au judiciaire, assez peu de possibilités, puisque là, finalement, il n'y a qu'un seul ordre et qu'une seule façon de faire en termes de procédure. Donc le premier niveau, là où vous allez pouvoir aller en justice, c'est le tribunal administratif, qui est le niveau de première instance, et donc qui va vous permettre de mener en justice tous les litiges administratifs. Finalement, c'est la juridiction de droit commun en droit administratif. Vous allez pouvoir intervenir pour tout ce qui est fiscal, électoral, etc. Donc ça, c'est le premier niveau. En revanche, j'expliquais tout à l'heure que la compétence matérielle, elle va aussi être déterminée en fonction du degré de juridiction dans lequel on se trouve. Donc là, simplement pour l'expliquer déjà de manière générale, il faut savoir que on a la possibilité de demander en droit à ce que l'affaire soit rejugée. Donc en fait, une personne insatisfaite du jugement va pouvoir avoir différentes voies de recours, et d'ailleurs on le détaillera un petit peu plus ensuite. Mais pour expliquer déjà au niveau du système de la représentation globale en fait, des différentes possibilités, donc là vous avez effectivement en appel, interviennent ensuite donc je vais noter CAA, les cours administratives d'appel. Et vous avez en dernier ressort, on appelle ça, le Conseil d'État. Ou peut-être que vous avez déjà entendu parler du Conseil d'État, vous ne saviez pas quel était son rôle, quelles étaient ses attributions.
Donc c'est effectivement la juridiction de dernier ressort en droit administratif. Alors je suis pas du tout spécialiste du droit administratif, donc au niveau des approximations, ceux qui font du droit public m'excuseront. Simplement l'objectif c'est là de comprendre de façon globale comment s'organise le système judiciaire. La cour administrative d'appel, son rôle c'est donc de juger en appel ce qui a été jugé dans un premier temps au niveau du tribunal administratif pour lequel l'une des parties est insatisfaite et donc demande de nouveau à juger la même affaire. Ensuite, vous avez le Conseil d'État qui a un rôle un petit peu particulier, dans le sens où en fait il a différentes missions. Il a à la fois un rôle consultatif, puisqu'il va pouvoir donner un avis sur certains textes de loi, et il a effectivement aussi donc un rôle contentieux. Donc finalement, par rapport aux autres juridictions qu'on a développées, le rôle est plus large en fait pour le Conseil d'État. Au niveau du rôle contentieux, là aussi, on a l'impression comme ça que c'est simple, c'est-à-dire qu'on a 3 niveaux. Il faut savoir que pour le Conseil d'État, il va intervenir parfois comme juge qu'on appelle de cassation, donc effectivement en 3e niveau d'instance, et là je vais développer ça un tout petit peu plus tard. Et parfois il juge donc entre l'appel en premier et dernier ressort, c'est-à-dire qu'il donne une décision pour laquelle il ne pourra pas y avoir d'appel. Donc au niveau du rôle contentieux, par exemple, pour le premier et dernier ressort, il va intervenir concernant les recours électoraux, notamment pour les représentants au Parlement européen. Pour certains litiges, il va être juge d'appel. Donc en fait, il n'y aura pas de cour administrative d'appel, ça interviendra directement au niveau du Conseil d'État. Là aussi, ce sera aussi pour des litiges, par exemple, électoraux, mais on ne sera pas pour un niveau européen, ce sera pour les élections municipales. Et parfois, il sera juge de cassation, donc en fait, il interviendra en cassation pour les arrêts qui sont rendus par la cour administrative d'appel. Donc simplement, pourquoi on appelle ça juge de cassation? Simplement parce que le Conseil d'État, et après la cour de cassation dont on va parler derrière, ne rejuge pas de la même manière en fait que ce qui a été fait précédemment. En première instance et en appel, on juge ce qu'on appelle en fait et en droit, c'est-à-dire que le juge va examiner la réalité, la consistance des faits pour pouvoir essayer d'établir la vérité en justice, c'est-à-dire ce qui semble le plus probable et là où les preuves auront été le plus apportées finalement. Et en dernier ressort, le Conseil d'État n'aura pas ce rôle-là de juger en droit et en fait, puisqu'il ne juge plus qu'en droit. C'est-à-dire que son rôle, il n'est pas d'établir la réalité des faits, il va être simplement de vérifier la juste application des règles de droit, donc là pour le coup de droit administratif principalement, et donc de vérifier que la cour administrative d'appel a correctement dit le droit, donc à appliquer correctement les règles en vigueur. Donc simplement, au niveau de son rôle, si elle considère que ça a été correctement appliqué, elle valide. Si jamais elle considère que ça a mal été appliqué, du coup, elle casse l'arrêt de la cour administrative d'appel, qui éventuellement sera rejugé ensuite. Ensuite, donc au niveau de l'ordre judiciaire, contrairement à tout à l'heure où on avait vraiment une distinction et un ordre complètement à part, au sein de l'ordre judiciaire, déjà, première chose, c'est qu'on a 2 sous-catégories, puisqu'on a l'intervention au civil et on a aussi les juridictions pénales. Alors, au niveau du fonctionnement, donc sur les juridictions pénales, on a une logique qui est plus simple, disons. Donc on va commencer par ça. Donc la première chose à dire, donc au niveau de la première instance, c'est que vous allez avoir un premier intervenant selon l'infraction en fait que vous avez réalisée. Donc déjà, je fais une toute petite parenthèse. Il existe 3 sortes d'infractions différentes qui sont en fait catégorisées comme ça en fonction des peines qui sont applicables et donc en fait de la gravité finalement des événements. Vous avez les contraventions qui sont sanctionnées par des amendes et où en fait vous avez une gradation des contraventions en fonction du montant de l'amende. Et ensuite vous avez les délits et les crimes qui sont tous les deux sanctionnés éventuellement par une peine d'emprisonnement et une amende. Simplement là aussi, je fais une toute petite parenthèse sur comment fonctionne le droit pénal. En fait, en droit pénal, ce qui est prévu au code pénal est une peine plafond, c'est-à-dire que c'est un maximum pour une infraction qui rentre dans les critères de ce qui est prévu par le code pénal. Vous avez donc un maximum d'emprisonnement et ou un maximum d'amende qui est fixé.
Et donc, en fonction de ce qui va être déterminé par le juge comme la réalité des faits, vous avez du coup un curseur qui peut être placé entre 0 et le montant maximal d'amende et la durée maximale d'emprisonnement. Les seules situations pour lesquelles on peut aller au-delà, c'est que vous avez ce qu'on appelle des circonstances aggravantes qui vont permettre du coup d'aller au-delà de ce qui est prévu sur le plafond de ce qui est noté en droit pénal. En circonstances aggravantes, vous avez par exemple une qui est bien connue, qui est la récidive. Donc une fois qu'on a dit ça, donc vous avez donc différentes juridictions qui vont être amenées à statuer en fonction de la gravité en fait de l'infraction. Donc comme on l'a dit, vous avez une distinction selon les 3 types d'infractions, c'est-à-dire contravention, délit et crime. Pour les crimes, on va y revenir tout de suite, on a une subdivision simplement. Donc au niveau des contraventions, c'est le tribunal de police. Au niveau des délits éventuels, ça va être le tribunal correctionnel. Et pour les crimes, en principe, c'est censé être la cour d'assises qui intervient. Donc je reprends, donc la contravention, c'est une amende. Le délit, les crimes, c'est amende plus emprisonnement. Simplement pour l'emprisonnement pour les crimes, on est au-delà de 15 ans. Donc là, simplement dans toute petite parenthèse, ici vous avez une subdivision puisque vous avez les cours criminelles départementales qui vont pouvoir intervenir pour les crimes les moins graves, entre 15 et 20 ans, et en l'absence de récidive, simplement ils ont créé les cours criminelles départementales pour désengorger les cours d'assises pour lesquelles il y avait beaucoup de monde. Donc là, simplement, ça permet de désengorger. Donc on a 2 intervenants au niveau des crimes. Donc voilà déjà la subdivision de base. Comme tout à l'heure, il va y avoir la possibilité de faire appel et il va y avoir la possibilité d'aller en cassation. Donc là, au niveau de l'appel, on a aussi une subdivision. On a la cour d'appel, donc là qui va intervenir pour les contraventions et les délits. Et intervient en parallèle la cour d'assises d'appel, qui elle va intervenir donc pour les crimes, ici, donc éventuellement s'il y a appel, donc c'est-à-dire si la personne qui est poursuivie n'est pas d'accord avec le jugement de première instance, et donc demande un second avis finalement, ou demande à ce que ce soit rejugé en fait et en droit. Ensuite, vous avez la dernière étape qui est la cour de cassation, que je mets volontairement au milieu puisque ça interviendra aussi ici. Simplement, pour la partie pénale, vous avez en fait dans la cour de cassation différentes chambres qui interviennent selon les sujets. Et donc ici, ce sera pour le droit pénal la chambre criminelle de la cour de cassation. Au niveau du civil, donc en fait, vous allez avoir une distinction entre le droit commun et les juridictions d'exception. Donc déjà au niveau du droit commun, il faut savoir qu'on a 2 juridictions, le tribunal judiciaire et le tribunal de proximité. Si on reprend par rapport à ce qu'on a pu connaître avant ou à des termes que vous avez pu entendre, c'est l'ancienne distinction, quasiment, l'ancienne distinction entre tribunal de grande instance et tribunal d'instance. Donc en fait, simplement, donc, ils ont changé les intitulés et globalement, ça a permis de remettre à plat les choses en termes d'attribution. Donc le tribunal judiciaire, c'est celui qui va intervenir globalement à la place du tribunal de grande instance et le tribunal de proximité à la place du tribunal d'instance. Donc déjà, entre les deux, vous avez une répartition sur certaines compétences, c'est-à-dire que certaines affaires ne seront que de la compétence du tribunal judiciaire et jamais de la compétence du tribunal de proximité. Donc par exemple, tout ce qui concerne le droit de la famille, les litiges européens par exemple, donc pour les litiges européens ce serait d'ailleurs que les plus petits, ou le droit des biens immobiliers, ça, quoi qu'il en soit, ça n'interviendrait que de la compétence du tribunal judiciaire. Pour le reste, interviennent sur les affaires civiles de droit commun, disons, donc les affaires civiles personnelles et mobilières, les 2 instances. Ce qui va permettre de différencier les deux, ça va être aussi le montant du litige, puisque globalement, quand on est sur un litige dont la valeur est supérieure à 10 000 €, on sera sur le tribunal judiciaire, et quand on est inférieur à 10 000 €, potentiellement un tribunal de proximité. Petite parenthèse, simplement tournant en bachotage examen, à savoir donc que, à moins que ça vous soit donné dans les documents, on ne vous demande pas nécessairement de connaître par cœur tous les lieux dans lesquels il y a des tribunaux. Donc si vous expliquez bien
cette distinction au niveau des règles de droit et que vous parlez du tribunal judiciaire au lieu du tribunal de proximité ou l'inverse, a priori, on ne vous reprochera pas de ne pas savoir qu'il y avait ou pas d'ailleurs un tribunal de proximité dans telle ville. De la même manière, si vous parlez du tribunal de proximité de tel lieu et qu'en fait dans cette ville-là il n'y avait pas de tribunal de proximité mais qu'il y en avait un juste à côté, a priori vous ne serez pas sanctionné sur ce détail-là. L'objectif c'est que vous ayez quand même compris la logique. Donc interviennent au niveau des juridictions d'exception le Conseil des prud'hommes et le tribunal de commerce. Donc là pour le coup qui vont intervenir tous les deux dans leur champ de compétences qui est bien particulier. Donc dans les cas pratiques, ce qui nous intéresse, c'est le fait de déterminer quel est le tribunal en fait qui va intervenir pour tel et tel conflit, enfin litige. Donc pour le tribunal de commerce, principalement, il va intervenir à chaque fois que vous avez un litige entre commerçants, mais aussi artisans. Ça pour le coup, pour la distinction entre les deux, ce sera dans une autre vidéo. Et tout ce qui concerne en fait les actes de commerce. Pour le Conseil des prud'hommes, ça va être tous les conflits individuels qui sont nés à l'occasion d'un contrat de travail ou d'apprentissage. Donc là, il faut faire attention dans le fait que ça concerne donc l'activité de travail en tant que telle, et donc il faut bien distinguer les conflits qui sont issus du contrat de travail et les conflits qui ont lieu sur le lieu de travail, mais qui sont des conflits individuels entre salariés, qui pour le coup, eux, ne relèvent pas du Conseil des prud'hommes. On a un cas particulier qui intervient à différents niveaux, puisqu'il intervient à la fois sur les modes de preuve, mais aussi sur la juridiction qui va juger. C'est le cas des actes mixtes. Donc là, le cas dont on en parle le plus souvent, c'est concernant un commerçant, un non-commerçant. Donc la difficulté à la fois à titre de preuve, mais aussi concernant la juridiction, c'est que vous avez dans le même litige deux parties qui n'ont pas la même qualification et donc potentiellement qui pourraient demander l'application d'un droit différent. Donc là, c'est bien la loi du coup qui le gère, à savoir donc que ça dépend de qui est demandeur pour savoir ce qui s'applique. Donc si le demandeur, c'est le non-commerçant, il va avoir une option entre le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire, donc à son choix de déterminer ce qui lui convient le mieux ou ce qui risque d'être le plus avantageux pour lui. Si en revanche le demandeur est le commerçant, puisque lui en fait il s'adresse à un non-commerçant, il sera obligé en fait d'intenter l'action et le tribunal sera le tribunal judiciaire. Simplement, pourquoi est-ce qu'on a cette distorsion entre les deux ? C'est parce qu'on considère que le commerçant est la partie forte face au non-commerçant. Donc en fait, on rétablit l'équilibre en permettant aux non-commerçants d'avoir une option et donc de pouvoir choisir le tribunal. Donc comme tout à l'heure, on va avoir une cour d'appel et donc ici aussi, en fait, on avait une certaine chambre qui intervenait. Donc ici, vous aviez la chambre correctionnelle, et donc là, ça me permet de faire le lien avec le reste. Ici, au niveau de la cour d'appel, de la même manière, on a des chambres, puisque vous avez une chambre sociale, une chambre commerciale et une chambre civile qui va intervenir donc en fonction de la juridiction. Si on est sur du droit commun, c'est civil. La chambre sociale, comme son nom ne l'indique pas, ça va concerner du coup les règles de droit du travail, mais donc je rappelle, vous pourrez le lien avec d'autres vidéos, que le droit du travail est inclus dans une branche plus large qui s'appelle le droit social. Et donc pour le tribunal de commerce, donc ce sera la chambre commerciale. Comme tout à l'heure, donc je l'expliquais, pour la cour de cassation, le fonctionnement et le phénomène est exactement le même. Vous allez avoir du coup la même chose ici. La seule chose, c'est qu'au civil, vous n'avez pas une chambre, vous en avez 3. Et donc vous avez bien une chambre sociale et une chambre commerciale. Au niveau de la logique, exactement comme ce qu'on expliquait tout à l'heure, donc vous avez première instance et appel, où l'objectif c'est de pouvoir demander à rejuger en droit et en fait en droit en fait. Donc c'est-à-dire de nouveau établir la réalité des faits et donc établir les conséquences juridiques de cette situation-là. En revanche, la Cour de cassation, comme tout à l'heure le Conseil d'État, a seulement vocation à rejuger en droit, c'est-à-dire à vérifier la correcte application des règles de droit. Un point simplement que je n'ai pas évoqué au niveau du pénal, donc là je vous ai principalement parlé des juridictions de jugement. Par contre, avant ça, donc avant tout ça, interviennent ce qu'on appelle des juridictions d'instruction. Et en fait, pour cette situation-là, c'est effectivement un petit peu particulier. Je vais reprendre la logique. Quand on est
dans l'ordre judiciaire, en fait, on a une distinction fondamentale entre les juridictions civiles et les juridictions pénales. D'ailleurs, ça paraît bizarre de faire comme ça. Voilà, comme ça c'est plus juste. On a une distinction fondamentale entre les deux, c'est-à-dire qu'au civil, vous avez deux parties qui se confrontent l'une à l'autre, et donc qui agissent l'une contre l'autre et qui présentent effectivement leurs prétentions, etc. Quand on a une intervention qui est faite au pénal, c'est finalement globalement l'État, la société, qui va être partie poursuivante contre une personne parce qu'on suppose qu'elle a commis une infraction, c'est-à-dire qu'elle a eu un comportement qui était contraire à ce que la société attendait d'elle. Ce qui veut dire que c'est pas une confrontation d'une personne contre une autre, même si vous pouvez avoir ce qu'on appelle une constitution de partie civile au pénal, ce qui va permettre, s'il y a eu un préjudice par une personne, d'intervenir en plus de l'État et de la société de manière générale, pour pouvoir demander la réparation de son préjudice personnel. Comme ici, du coup, c'est l'État et la société qui reprochent quelque chose à l'autre partie, enfin à celui qui potentiellement a commis l'infraction, vous avez donc une phase préalable d'instruction. Donc le terme, en fait, vous l'avez déjà entendu, c'est ce qu'on appelle le juge d'instruction. Et donc, en fait, il va falloir comprendre au niveau des étapes que c'est pas parce que il y a une ouverture de phase d'instruction que ça veut dire forcément que le litige va amener ensuite à un procès et donc à un jugement pour la personne. Notamment, donc en fait, dans les juridictions d'instruction, la première étape, c'est ce qu'on appelle du coup la mise en examen. Et en fait, à ce moment-là, comme son nom l'indique, on met en examen. Donc c'est-à-dire qu'on réfléchit à est-ce que l'affaire a besoin d'aller plus loin ou pas. Donc c'est une première étape. Quelque part, c'est un premier tri au niveau des affaires où on détermine si l'affaire a besoin d'être jugée ou pas. Et en fait, vous avez plusieurs issues à la fin. À la fin de la mise en examen, il peut y avoir un non-lieu, donc c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, il n'y aura pas de procès. En fait, on ne donne pas suite à la procédure, ou alors il y a la possibilité de renvoyer devant une juridiction de jugement, et donc à ce moment-là, il y aura un procès avec présentation des preuves, etc., et donc éventuellement sanction à la fin. Donc voilà pour la présentation sur la compétence matérielle nationale. Ça, du coup, je vais vous l'enlever. Et donc simplement, je vais faire un focus aussi sur les juridictions européennes. Et là, on va parler surtout en fait des attributions de la Cour de justice de l'Union européenne. Alors déjà, la première chose à dire, c'est que finalement, la Cour de justice de l'Union européenne, elle a deux rôles principaux. Le premier, c'est une interprétation identique. En effet, au niveau des textes européens, donc déjà, il y a plusieurs choses qui jouent. La première chose, c'est la compréhension de la langue, puisqu'en fait, on est sur des États souverains qui, globalement, ont des langues qui sont différentes. Donc, à un moment donné, il y a un travail de traduction, et donc, du coup, d'être sûr, en termes de réalité, que les différents États ont bien compris les choses de la même manière. Ensuite, il y a l'application derrière des règles, donc en fonction aussi de cette interprétation, le fait de vérifier que les règles sont appliquées de la même manière entre les États. Donc là, c'est juste une histoire d'harmonisation, puisque l'objectif de l'Union européenne, c'est d'harmoniser les règles, il faut vérifier que c'est le cas en réalité. Le deuxième point, c'est du coup garantir le respect de la législation européenne. Donc, puisque l'objectif, c'est de renforcer encore la protection, et donc on a un niveau supplémentaire de protection de ses droits et de possibilité d'agir en justice, les règles européennes qui existent vont permettre d'agir éventuellement en justice, et donc d'avoir un niveau supplémentaire pour demander le respect de ses droits. De manière générale, pour arriver à ça, il va y avoir différentes compétences qui vont être octroyées à la Cour de justice de l'Union européenne et qui vont donc se subdiviser. La première chose, donc, c'est effectivement l'interprétation qui va être faite par ce qu'on appelle des décisions préjudicielles. Donc là, simplement, ça va être le juge national qui va avoir un doute sur l'interprétation de la réglementation européenne et qui du coup va renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne pour interprétation des règles. Ensuite, on a dit donc qu'elle va veiller à la bonne application des règles. Et donc par rapport à ça, la Cour de justice va pouvoir recevoir les recours en manquement qui peuvent notamment être transmis par des États. Et en fait, dans la décision, si le manquement est constaté, le pays va devoir y mettre fin dans un premier temps, donc il va y avoir une demande. Si jamais c'est pas le cas,
l'État en question va recevoir une amende. Ensuite, il va y avoir la possibilité pour la Cour de justice d'annuler de façon très originale, ça s'appelle des actes en annulation. Et donc en fait, ce serait le fait de déterminer qu'un acte européen est illégal, donc est non conforme à la réglementation européenne. Et donc dans ce cas-là, il va l'annuler pour non-conformité. Ensuite, vous avez garantir la bonne action de l'Union européenne, où vous avez la possibilité de réaliser un recours en carence. Et enfin, vous avez sanctionner les institutions, où ça va être des possibilités d'agir, de faire une demande en fait de dommages et intérêts. Donc à savoir que les personnes ou les entreprises, donc personnes physiques ou morales en fait, ont la possibilité, lorsqu'elles ont été lésées par l'action ou l'inaction de l'Union européenne, de demander la réparation de leur préjudice individuel et donc de faire une action en dommages et intérêts devant la Cour de justice. Donc là, c'est pour les attributions globales de la Cour de justice de l'Union européenne. Simplement, on va le mettre à part. On a l'intervention au niveau européen toujours du tribunal de l'Union européenne. Donc en fait, simplement, la Cour de justice au sens large, c'est une institution et à l'intérieur, vous avez donc la Cour de justice de l'Union européenne en tant que telle et vous avez le tribunal de l'Union européenne qui est une juridiction dans la Cour de justice. Donc ça a été créé en 1988 et donc c'est un juge de première instance en fait au niveau européen qui va trancher les litiges qui portent sur le droit européen. Et donc, en fait, le tribunal de l'Union européenne peut être saisi directement par les personnes physiques ou les personnes morales, contrairement aux autres prérogatives qui, du coup, la plupart du temps, sont des saisies qui sont faites directement par les États membres, par un organe européen, par le Conseil, la Commission européenne, etc., directement par un juge au niveau national. Là, pour le coup, c'est bien les particuliers qui peuvent intervenir en première instance. Et donc les décisions dans ce cas-là seraient susceptibles d'un pourvoi qui sera fait directement devant la Cour de justice de l'Union européenne. Donc simplement au niveau de la confusion qu'on a parfois, vous avez donc la Cour de justice de l'Union européenne qui, comme son nom l'indique, est une juridiction. Et vous avez aussi, dans ce qu'on entend en fait au quotidien, la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est aussi une juridiction, simplement en fait ça revêt pas du tout la même réalité. Donc en fait, quand on est lointain, qu'on connaît pas bien les institutions, on a tendance à faire la confusion. Sauf que la Cour de justice, ça concerne l'Union européenne. En revanche, la Cour européenne des droits de l'homme, elle dépend du Conseil de l'Europe. Et le Conseil de l'Europe, en fait, c'est pas un organe de l'Union européenne. Donc en fait, sont inclus dans le Conseil de l'Europe les 47 États du Conseil de l'Europe qui appartiennent à l'Europe, même s'ils n'appartiennent pas à l'Union européenne. Donc en fait, on n'a pas du tout. Si, bien sûr qu'il y en a qui sont communs aux deux, mais vous n'avez pas les mêmes intervenants. En tout cas, vous en avez beaucoup plus au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme par rapport aux de justice de l'Union européenne. Ensuite, on va parler brièvement du personnel de justice, puisque vous avez différents intervenants en fonction de la procédure, et donc l'objectif par rapport à vos examens et de manière générale, c'est d'être capable de distinguer les intervenants. Donc la première chose, c'est les magistrats. Vous avez une distinction de deux types de magistrats. Le premier, c'est les magistrats du siège, parce qu'ils siègent assis, et vous avez les magistrats du ministère public, qu'on appelle aussi la magistrature debout, ou le terme qu'on entend le plus, c'est le parquet, simplement parce qu'en fait, il marche. Donc en fait, les magistrats du siège, c'est des juges qui sont donc professionnels et fonctionnaires. Je refais le lien avec les grands principes de la justice en France. Donc ces magistrats-là sont fonctionnaires parce qu'ils sont payés directement par l'État, et donc ils ne sont pas payés par les parties qui interviennent pendant les différents litiges.
ce qui va garantir leur impartialité. Le fait d'être juge est incompatible avec d'autres fonctions, notamment un juge, vu qu'il est fonctionnaire, ne peut pas avoir de profession ou d'activité commerciale par ailleurs. Au niveau des magistrats du ministère public, donc c'est principalement les procureurs. Donc je rappelle, on les appelle le parquet, c'est les magistrats qui sont debout. Ils sont recrutés de la même manière que les magistrats du siège. En revanche, ils n'ont pas la même indépendance, dans le sens où ils représentent la société dans son ensemble et ils demandent la justice au nom de la société, donc en fait ils sont dépendants du pouvoir exécutif. Donc je rappelle, le pouvoir exécutif, on a ici en fait au sein du tribunal l'intervenant de 2 représentants de pouvoirs différents, le juge qui est représentant du pouvoir judiciaire et ici, donc les magistrats du ministère public qui sont dépendants du pouvoir exécutif, donc qui visent à l'exécution des lois. Le rôle des magistrats donc, du ministère public, ça va être donc, je le disais tout à l'heure, de défendre l'intérêt général et donc la société dans son ensemble. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les auxiliaires de justice, qui vont intervenir à différents niveaux. Il y en a certains qui vont intervenir au niveau du tribunal et de la gestion, si vous voulez, des procès. Donc on appelle ça les auxiliaires de juridiction. Vous avez donc principalement le greffe, c'est-à-dire le service qui va centraliser toute la procédure et donc qui va matérialiser de façon écrite les différentes étapes de la procédure. Vous avez aussi la police judiciaire et éventuellement les experts qui peuvent intervenir. Et vous avez par ailleurs les auxiliaires des parties, ou les plus connus bien évidemment, ça va être les avocats qui vont être chargés donc de représenter les parties, de présenter leurs arguments et de les conseiller en fait dans leur activité. Vous avez d'autres auxiliaires des parties qui interviennent, mais c'est de façon plutôt secondaire. Vous avez les notaires éventuellement et vous avez ce qu'on appelle maintenant le commissaire de justice, en fait c'est l'ancien huissier. Donc le notaire il va rédiger des actes authentiques, donc en fait à titre de preuve ça peut avoir un impact en fait derrière sur le déroulé du procès. Et le commissaire de justice c'est lui qui va notamment porter des actes à la connaissance de l'autre partie, on appelle ça donc la signification. Avant, on parlait signification d'huissier, donc ça, c'est le commissaire de justice qui le réalise. On va maintenant parler des conditions de recevabilité de l'action en justice. Et pour ça, en fait, on va établir dans un premier temps les 3 conditions qui sont des conditions classiques et universelles, si vous voulez, pour la recevabilité de l'action en justice. Et ensuite, on fera simplement un petit focus pour certaines situations pour lesquelles il y a une condition supplémentaire. Alors, on va mettre vraiment entre guillemets, puisque ça rentre pas tout à fait là-dedans, qu'on va développer juste après. Alors déjà au niveau des conditions, elles sont au nombre de 3, donc à établir comme ça quand vous faites les règles de droit. Et là pour le coup, je fais juste un tout petit peu de méthodologie. Quand vous allez devoir derrière vérifier les critères, il va falloir plus dans le détail aller en fait sur les définitions, les conditions, et donc condition par condition, les vérifier pour pouvoir après dire que les conditions sont remplies ou pas pour que la personne puisse intenter une action en justice. Donc soyez précis en fait quand vous faites ces étapes-là. N'essayez pas d'aller trop vite pour gagner du temps, parce qu'en fait vous y perdez en clarté. Donc le premier critère, c'est l'intérêt à agir. Deuxième critère, c'est la qualité pour agir. Et le troisième critère, c'est la capacité d'agir. Concernant l'intérêt, si je devais le définir, c'est du coup l'intention de tirer profit de son action. Autrement dit, c'est la volonté d'avoir soit remboursement quand on estime que son droit n'a pas été respecté, soit justement à demander la reconnaissance de ce droit-là, donc pouvoir ensuite en bénéficier. Au niveau de l'intérêt, vous avez différents critères qu'il va falloir vérifier point par point. La première chose, c'est que ça doit être un intérêt légitime, c'est-à-dire qu'il doit être protégé par le droit, donc protégé juridiquement. Vous avez 2 types d'intérêts qui sont protégés par le droit. Vous avez l'intérêt matériel ou pécuniaire, donc en fait il y a une valeur financière, et vous avez l'intérêt moral. Ensuite, vous avez le fait que l'intérêt doit être et actuel, autrement dit, il doit être existant et non hypothétique. Pourquoi non hypothétique ? Simplement parce que vous ne pouvez pas anticiper, compte tenu d'un éventuel préjudice futur, une action en justice, tant que le préjudice n'est pas déjà existant.
Donc il faut qu'il y ait déjà eu en fait une violation de votre droit pour que vous puissiez agir. Ensuite, l'intérêt doit être personnel et direct. Autrement dit, c'est vous qui devez être titulaire du droit et donc il ne faut pas qu'il y ait d'intermédiaire. Je vais descendre un peu sur mon tableau parce que sinon vous allez vraiment rien y comprendre. Donc quand vous faites un cas pratique sur ce genre de sujet, il va falloir du coup bien définir l'intérêt, donner les 3 critères de l'intérêt, définir ces critères, et donc quand vous faites ensuite l'application aux faits, il va falloir critère par critère les vérifier pour pouvoir conclure sur le fait que la personne qui voudrait intenter une action a bien intérêt à agir. Le deuxième point, c'est la qualité. Donc simplement, en réalité, intérêt et qualité, des fois, ça se confond un petit peu, effectivement. Ce qui fait que, bien que sur la règle de droit, il va falloir les distinguer, quand vous allez argumenter pour expliquer qu'il y a intérêt et qualité pour agir, parfois l'explication va pouvoir éventuellement englober les deux. La qualité pour agir, c'est le titre en vertu duquel vous agissez. Et là, en fait, il y a 2 situations. Soit la personne est créancière d'une obligation, soit elle est titulaire d'un droit. Ce qui en réalité se recoupe un petit peu, mais simplement c'est en vertu de ça, soit elle a un droit de manière générale, soit du coup il y avait des obligations entre les parties, et donc c'est en vertu de ça que l'autre partie va se défendre en disant en fait c'était mon débiteur, j'étais créancière, en tant que créancier, je demande la réalisation de mon obligation. Alors simplement sur cette partie-là d'ailleurs, je vais faire un tout petit focus. Quand vous avez, donc ça c'est presque en lien avec de l'économie, mais peu importe. Donc je rappelle qu'en économie, quand vous avez des relations commerciales et des échanges commerciaux, vous avez donc des flux. Et donc juridiquement, ces flux-là, en gros, se matérialisent par des liens d'obligation entre les parties. Et donc à chaque fois quand vous avez une obligation, vous avez un droit. Si je le dis différemment, l'obligation du débiteur constitue le droit du créancier. Donc quand vous êtes sur une relation réciproque, par exemple un contrat de vente, chacun a une obligation envers l'autre. Donc d'un côté, vous êtes débiteur du prix et vous êtes créancier de la récupération du bien, donc vous êtes titulaire du droit de propriété, donc du transfert de propriété du bien. Et en fait, à l'inverse, la personne en face va être débitrice du bien et créancière du prix que vous allez lui payer. Donc au niveau de la qualité, c'est en fonction éventuellement de ça. Donc s'il y a une obligation, le fait que vous soyez créancier de l'obligation, ou alors ça peut être titulaire d'un droit de manière générale en fonction de tout type de règles de droit, puisque là peuvent intervenir n'importe quel type ou n'importe quelle branche du droit en fait pour déterminer votre droit acquis. Le dernier point, c'est la capacité pour agir. Donc là, je vous renvoie vers les autres vidéos dans lesquelles on parle de capacité. Donc simplement, il faut être majeur, non protégé, pour pouvoir agir en justice quand vous êtes personne physique. Pour les personnes morales, seul le représentant légal peut agir en son nom. Donc simplement, vous pouvez le rajouter à ce titre-là. Je disais qu'au-delà des 3 critères universels en termes de recevabilité, il y a effectivement certains cas particuliers. Et je pense notamment à certaines situations où vous avez une obligation, alors de tenter en fait, de tenter de résoudre à l'amiable l'affaire, l'amiable. Ça, ce sera vu dans le chapitre suivant. Simplement, j'anticipe un tout petit peu pour faire le lien avec ça. Vous avez certaines situations où il y a une possibilité de résoudre l'affaire sans passer par les tribunaux publics classiques. Et donc, vous avez des modalités qui permettent de résoudre l'affaire à l'amiable. Et donc, il y a certaines situations pour lesquelles il est obligatoire de passer par une tentative de résolution amiable avant de mener l'action en justice. Et donc, la sanction, si jamais ce n'est pas fait, c'est l'irrecevabilité de la demande en justice. Donc, si on est dans ces situations-là, ça peut être intéressant dans un cas pratique de rajouter cette condition qui est supplémentaire et qui n'intervient que dans certains cas. Donc au niveau des cas qui sont concernés, vous avez les litiges portés devant le tribunal judiciaire dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 €, donc les petites affaires, nécessitent à peine d'irrecevabilité de la demande en justice
de tenter un mode de résolution amiable. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, ça concerne des litiges en particulier. Là, c'est sur la nature du litige, c'est pas une histoire de montant. C'est les litiges qui sont relatifs au conflit du voisinage. Et pas tous, en fait. Ce n'est que certains qui sont limitativement énumérés. Et donc, vous avez notamment les troubles anormaux du voisinage. Je reprends simplement le terme, ça évite d'écrire sur le tableau. Donc, en termes d'explication, donc, quand vous avez cité, ça de toute façon, si vous avez cette question-là, quand vous avez cité, expliqué les 3 critères principaux, vous pouvez citer uniquement si c'est utile par rapport à votre cas. Donc par exemple, si on est sur un litige du tribunal judiciaire inférieur à 5 000 ou si on est sur un conflit de voisinage et que vous savez pas trop si on est sur un trouble anormal du voisinage, ces conditions particulières de recevabilité, ce sera apprécié au niveau de votre copie derrière de faire le lien entre les différents chapitres pour le coup. Simplement au niveau des critères par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, donc pour terminer là-dessus, quand on parlait de l'intérêt, la qualité pour agir, pour que ce soit plus clair, par exemple en cas de divorce, les époux ont la qualité pour agir, mais pas les enfants, alors que pour autant les enfants auraient un intérêt à agir derrière. Donc dans ce cas-là, on voit bien la différence entre les deux. Pour certains autres cas, c'est moins clair. Au niveau du déroulement de l'instance, il va y avoir différentes étapes et en fait finalement jusqu'à maintenant dans ce qu'on a pu présenter, on a parlé principalement des juridictions, donc en fait des tribunaux et des gens que vous allez pouvoir côtoyer au sein des tribunaux. Par contre, en termes d'étapes, finalement, le passage devant le tribunal intervient plutôt à la fin de la procédure. Donc on va essayer de reprendre de façon plutôt succincte les différentes étapes de la procédure. Donc la première étape, c'est l'introduction, on dit de l'instance. Finalement, pour le dire simplement, c'est le passage du conflit au litige. Je rappelle ce que je disais au début, donc en fait, dans un premier temps, on est dans un conflit parce qu'il y a des accords entre les parties. Le litige, ça va être un conflit qui est porté devant la justice pour que ce soit réglé par la justice. L'introduction de l'instance, en fait, elle se fait à partir du moment où l'une des parties va contacter un avocat et où du coup, l'avocat du demandeur, de celui qui sera futur demandeur, va assigner en justice le défendeur. Et en fait, ça, en général, ça se fait par le commissaire de justice, donc par ce qu'on appelait avant la signification d'huissier. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle une audience d'orientation, qui est une sorte d'entretien préalable. Et en fait, cette audience a lieu devant le président de la chambre saisie. Suite à dans le cadre de cette audience d'orientation, on va dire ça plutôt comme ça, vous avez différentes issues. Donc dans le cadre de l'audience d'orientation, vous avez en fait différentes issues, différentes possibilités. Il y a une possibilité de règlement conventionnel, où en fait les parties vont se mettre d'accord. On appelle ça une mise en l'état conventionnelle. Et donc en principe, les parties se mettent d'accord, vous avez l'intervention des avocats, et en fait, le juge va être là pour garantir la bonne exécution et l'homologation, la bonne exécution de la procédure et l'homologation ensuite de l'accord. C'est-à-dire qu'il va valider le fait que les parties se sont mises d'accord entre elles. Vous allez avoir éventuellement le fait de renvoyer à une nouvelle concertation qui va permettre en fait de discuter avant d'aller éventuellement à un jugement. Et ensuite, vous avez l'envoi en jugement qui peut se faire de différentes manières, puisqu'en fait, vous avez soit l'envoi à des plaidoiries, soit le fait de faire ce qu'on appelle la mise en l'état, qui est en fait une procédure intermédiaire, donc par rapport à ce que je vais expliquer, j'y viens tout de suite. L'objectif, en fait, derrière ça, donc soit, vous avez bien compris, ils se mettent d'accord de façon conventionnelle où il y a une nouvelle concertation, soit ça ne fonctionne pas tout de suite, et donc dans ce cas-là, l'objectif derrière, c'est d'envoyer en audience. Donc en fait, vous avez ici une audience de plaidoirie qui est à proprement parler le procès tel que nous on l'entend. Et donc pour arriver à cette audience des plaidoiries, vous avez une phase ici qui s'appelle la mise en état. Ça va être suivi par un juge et en fait ça va être la phase de transmission des différentes pièces avec certains délais. Et donc le juge intervient à ce niveau-là pour vérifier que la procédure se passe correctement. Ensuite, donc, vous avez les plaidoiries. Pour le déroulement des plaidoiries, en fait, vous avez différentes sous-étapes, on va dire ça comme ça.
vous avez l'ouverture des débats. En gros, c'est l'introduction et le fait que les parties sont appelées devant le juge. Ensuite, vous avez l'organisation des débats eux-mêmes, où là, en revanche, vous avez bien le juge qui intervient avec les plaidoiries des différentes parties, le fait qu'ils amènent leurs preuves, le fait qu'ils expliquent leurs prétentions, etc., etc. Et donc, dans l'ordre, vous avez d'abord le demandeur qui intervient, puis le défendeur, et ensuite, vous avez la phase de clôture. La clôture des débats se fait ainsi par le juge, et vous allez avoir ce qu'on appelle une mise en délibéré, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir un délai, ou un jugement qui va être prononcé sur le champ. Donc en fait, derrière, suite à la clôture, vous allez avoir ici la décision finale. Voilà grosso modo comment ça se passe dans l'ordre. Donc à savoir qu'il y a des cas particuliers en fonction des types de tribunaux devant lesquels on statue, etc., etc. Là, ça permet simplement de comprendre globalement comment ça fonctionne. Et donc par rapport à tout ce qu'on a expliqué jusque-là, on a parlé globalement des tribunaux, où en fait, finalement, on intervient surtout sur cette partie finale. Donc là, ça permet de comprendre chronologiquement en fait ce qui se passe. On a parlé d'étapes, il faut un moment s'arrêter, faire un focus par rapport au délai, puisqu'en fait, vous avez des délais d'action, c'est-à-dire qu'on ne peut pas indéfiniment agir en justice par rapport au moment en fait où le litige a eu lieu, où il y a eu un fait, en fait, ce qu'on appelle un fait générateur, où tout d'un coup il s'est passé quelque chose, on n'a pas la possibilité d'agir indéfiniment en justice. Donc en fait, vous avez un encadrement qui est fait dans deux situations. Donc vous avez deux cas, en fait, par rapport au délai pour agir qui ont une incidence, si vous voulez, sur le déroulement de l'instance. Vous avez la prescription et vous avez le délai de forclusion. Alors, la première chose que je vais dire par rapport à ça, c'est que pour les deux points, la conséquence va être que l'écoulement d'un délai va aboutir à une impossibilité de poursuivre l'action en justice. Donc il faut bien comprendre que la conséquence est la même. On a bien dit, vous avez un temps pour agir en justice. Lorsque ce temps est passé, vous ne pouvez plus agir en justice. Simplement pour les deux, le fondement juridique est différent et donc la date de fin sera différente en fonction de si on est sur un délai de forclusion ou si on est sur un délai de prescription. Je vais commencer par la prescription. La prescription, c'est une consolidation. Donc en soi, déjà en termes, retenez bien ça d'un moyen mnémotechnique. La prescription, c'est une consolidation. Alors d'accord, c'est bien gentil, mais c'est une consolidation de quoi ? C'est en fait une situation qui existait, mais qui était précaire, disons, et qui, en fait, après l'écoulement d'un certain délai, va être renforcée, ou en fait, elle sera devenue pérenne, si vous voulez. Donc, en fait, consolidation d'une situation après écoulement d'un délai. Donc là aussi, si vous voulez juste le retenir par un mot, protection. Donc vous avez deux types de prescription. Vous avez la prescription dite acquisitive et vous avez la prescription extinctive. Si je prends le cas de la prescription acquisitive, par exemple sur les biens immobiliers, vous avez une prescription acquisitive trentenaire. Donc c'est-à-dire que si vous avez utilisé un bien immobilier pendant 30 ans, vous avez eu une situation, une utilisation pendant 30 ans qui était précaire, puisque vous n'étiez pas propriétaire, simplement vous utilisiez le bien. Au bout de 30 ans, vous êtes considéré comme propriétaire, donc vous avez bien la consolidation d'une situation de fait après écoulement du temps. Pour une prescription extinctive, c'est du coup à l'arrivée d'un terme, d'un moment en fait, qui est prévu par la loi, le fait que le droit s'éteint à partir du moment où le titulaire du droit était inactif. Donc en fait, ici, on consolide la situation de quelqu'un qui a agi et qui était actif, et où en fait on le protège. À l'inverse, ici, en termes de protection, c'est plutôt une protection extérieure des autres, où en fait, soit on était titulaire d'un droit, mais par son non-usage, du coup, le droit s'éteint. Et donc, en fait, c'est une protection qui est plus générale, qui est plutôt une protection, finalement, une sécurité juridique, si vous voulez. Ça évite
que on ait la possibilité indéfiniment d'utiliser son droit et finalement d'avoir un droit, on s'en sert pas pendant 25 ans, on revient dessus, etc. Donc en fait, vous avez l'écoulement d'un délai et après ce délai-là, vous perdez la faculté en fait d'utiliser votre droit s'éteint. Donc par exemple, pour l'action en justice, la prescription extinctive, ce serait le fait que vous êtes titulaire d'un droit d'agir en justice pendant un certain temps, et donc vous avez le droit d'agir jusqu'à une certaine date. Lorsque cette date est arrivée à terme, votre droit d'agir en justice s'éteint pour du coup protéger de manière générale le fonctionnement de la société et ne pas revenir trop longtemps après la réalisation d'un dommage, de ne pas revenir dessus trop longtemps après. Maintenant, la forclusion. Là, si vous devez retenir un terme, c'est sanction. Donc la forclusion en soi, c'est une sanction civile qui va éteindre l'action d'une personne parce qu'une échéance de délai qui lui était offert est arrivée à terme. En soi, du coup, le délai de forclusion, c'est des délais qui sont relativement courts pour agir et en principe, c'est des délais qui sont directement fixés par la loi. Il intervient dans des cas particuliers. Donc vous avez par exemple un délai de forclusion quand vous avez des crédits à la consommation pour pouvoir demander le remboursement. Et donc dans ces cas particuliers, vous pouvez demander le remboursement en tant qu'emprunteur que pendant un certain délai. Au-delà de ça, vous ne pouvez plus attaquer le débiteur en fait que vous avez, donc le consommateur qui a fait un crédit à la consommation, et donc vous ne pouvez plus agir contre lui après un certain délai. J'entends qu'on est sur des choses qui, en termes de résultats, sont sur des résultats qui sont assez similaires. En soi, en revanche, je reviens sur vraiment l'idée de base qu'il faut avoir bien compris, c'est que dans un cas, la volonté, c'est une volonté de consolidation, dans l'autre cas, on est sur une volonté de sanction. Pour autant, les deux vont avoir le même résultat, si vous voulez, en pratique. Simplement, les délais d'action, tout ça, seront pas forcément les mêmes. Il y avait un très bon exemple qui a été donné dans un manuel où en fait vous avez des situations pour lesquelles vous pouvez avoir 2 délais. Et donc ça fonctionne par exemple pour la responsabilité du fait des produits défectueux, où vous avez dans certaines situations à la fois un délai de forclusion et un délai de prescription par rapport à l'action. Donc là du coup ça montrait bien que même si la conséquence est la même, comme le fondement juridique est différent, il y a certaines situations où vous pouvez avoir 2 délais en fait qui se chevauchent quelque part, puisque en fait vous avez un fondement juridique qui est différent. Par rapport au jugement lui-même, simplement je fais une toute petite parenthèse, le jugement c'est un acte authentique, il est rédigé sous forme d'acte authentique, en soi ça s'appelle une minute, vous irez chercher, donc il y a des explications de pourquoi ça s'appelle comme ça. Simplement, vous avez des délais en fait derrière, et c'est important du coup d'avoir ce jugement-là, puisqu'on a expliqué au niveau des étapes que, a priori, pour un jugement, il y a possibilité d'ouvrir des voies de recours. Et donc, le jugement est porté à la connaissance des parties, donc en principe, par le biais d'une signification. Donc je rappelle qu'il y a la transmission officielle par le commissaire de justice. Et donc, à partir du moment où il est signifié, vous avez le point de départ en termes de délai pour pouvoir justement ouvrir les voies de recours, agir en appel, etc., en fonction de l'étape où vous en êtes. De la même manière, le jugement en lui-même, il a aussi ce qu'on appelle une force exécutoire. Donc, comme le terme l'indique, c'est du coup que le jugement en lui-même suffit pour pouvoir faire exécuter ce qui est marqué à l'intérieur. Donc, ça suffit en fait en tant que titre, si vous voulez, pour que la personne demande le remboursement, fasse valoir sa propriété sur un bien, etc., etc. C'est aussi ce document-là, du coup, qui va permettre, mais ça, on en reparlera dans d'autres vidéos, mais de demander l'exécution forcée, puisque c'est une des sanctions qui peut intervenir dans la résolution des litiges, et donc le fait que ça ait la forme exécutoire, ça permet du coup d'avoir ce document-là pour favoriser la réalisation de l'exécution forcée. Enfin, le dernier point, c'est que le jugement a autorité de chose jugée. Ça veut simplement dire qu'en fait, il est définitif, c'est-à-dire qu'on ne revient pas en principe sur le contenu d'un jugement. C'est pour ça qu'on a des voies de recours, puisqu'en fait, on ne dit pas tout et son contraire.
on prend une décision qui est définitive. Si jamais les parties ne sont pas d'accord ou qu'elles estiment qu'il y a une erreur, il faut qu'elles fassent appel à des voies de recours pour qu'on ait un deuxième examen qui soit fait de la décision. Alors justement par rapport aux voies de recours, on a dit qu'on l'expliquait tout à l'heure de façon très brève et plutôt par rapport à la procédure. Là on va simplement l'expliquer un tout petit peu plus en détail. Donc, quelles sont les voies de recours qui sont ouvertes par rapport aux décisions? Dans un premier temps, vous avez des voies de recours traditionnelles. Autrement dit, c'est des voies de recours ordinaires. On en a deux. Il y en a une dont on a déjà parlé, la deuxième pas. Donc, la première, c'est l'appel. Et la deuxième, c'est l'opposition. Donc, simplement, au niveau de l'appel, on l'a expliqué, c'est le fait de demander à rejuger en fait et en droit une affaire. Donc l'objectif pour celui qui fait appel, c'est d'avoir une modification ou une annulation de ce qui a été dit en première instance. Donc vous avez bien compris que celui qui fait appel, c'est celui qui est mécontent du jugement de première instance. La deuxième situation, c'est l'opposition, et ça va à l'encontre de ce que je vous ai expliqué précédemment, puisque ça va être un cas particulier où il va y avoir la possibilité de demander à revenir sur une décision déjà prise. Donc l'affaire va être rejugée par le même tribunal, simplement on est sur un cas de procédure particulier, c'est en fait, vous allez contester une décision prise en votre absence, mais pas de votre fait en fait. Donc l'opposition, c'est pas je me suis pas présenté et je fais opposition parce que je suis pas d'accord avec la décision, c'est en fait je peux démontrer que j'ai pas eu connaissance de la date d'audience, donc que j'aurais voulu être présent mais que je ne l'étais pas, et donc que du coup je demande à ce qu'on revoie la décision pour que je puisse me défendre. Le droit d'opposition, il fait énormément lien finalement avec le respect du principe du contradictoire, puisque on a expliqué tout au début que l'objectif des parties, c'était que chacune puisse s'exprimer et se défendre. Là, en fait, on vient simplement dire que comme ça n'a pas été le cas, on demande à ce que ce soit rejugé. Ensuite, vous avez des voies de recours qui sont exceptionnelles, puisqu'en fait, c'est uniquement dans les cas qui sont prévus par la loi. Premier cas, puisque pour le coup, celui-là, il est quand même assez courant, c'est la cassation, puisque toutes les affaires ne sont pas susceptibles de cassation. Et donc là, simplement, on a redit tout à l'heure, genre j'y reviens quand même, qu'ici on ne juge qu'en droit. Donc en fait, on ne va pas redéterminer la réalité des faits par rapport aux preuves qu'on a. L'objectif de la cassation, c'est uniquement de vérifier la juste application des règles de droit. Donc en fait, c'est sur de la technique finalement juridique, est-ce que les juges ont bien appliqué ou pas. Vous avez deux autres recours pour lesquels on n'avait pas du tout fait de point jusque-là. Vous avez ce qu'on appelle la tierce opposition, donc qui va rejoindre un peu ça, vous avez bien compris. Là, en fait, on serait dans le cas où il y a effectivement une contestation. Et donc, pourquoi tierce? Parce que ça fait référence au tiers. Donc, en fait, ce seraient les situations où une décision qui a été prise va causer un préjudice à quelqu'un de l'extérieur. Donc, pour les tiers qui subissent un préjudice du fait de la décision. Le dernier point, c'est le recours en révision. Et donc ça intervient dans les cas où la décision de base, elle était insusceptible d'appel ou d'opposition. Et c'est sur des cas en fait qui sont hyper limitatifs, par exemple en cas de fraude, quand il y avait des faux, ou en fait qu'il y avait une falsification des documents, ou quand il y a eu des pièces retrouvées. En gros, c'est lié en partie à des soucis matériels ou alors au fait qu'il y a eu volonté de tromperie dans le cadre du procès et qu'en fait les informations pour juger n'étaient pas correcte par rapport à la réalité pour pouvoir aller au bout de la décision. Donc simplement pour terminer là-dessus, pour la Cour de cassation, donc on l'a expliqué tout à l'heure, je reviens simplement sur ce point-là. Donc comme son objectif c'est de rejuger en droit, en soi elle va simplement dire en gros le droit était correctement appliqué, pas correctement appliqué, mais en soi pour les parties c'est insatisfaisant puisque si elle dit juste le droit n'a pas été correctement appliqué, ça leur donne pas de solution en fait sur le règlement du litige. Donc quand il y a eu cassation, donc en fait que la décision antérieure a été cassée, l'affaire va du coup être renvoyée devant une autre juridiction. Donc en principe, ce serait devant une autre cour d'appel. Et derrière, c'est cette deuxième cour d'appel qui du coup va reprendre l'affaire, compte tenu de ce qu'a dit la cour de cassation, et va éventuellement faire une modification de ce qu'elle pensait. À savoir que, dans un premier temps, la deuxième juridiction, elle n'est pas contrainte par ce qu'a dit la Cour de cassation. C'est simplement que la Cour de cassation, factuellement, elle dit que le droit a été mal utilisé, mal interprété,
et donc casse la décision. En revanche, la deuxième cour d'appel qui interviendra est souveraine en fait dans sa capacité à juger. Donc il y a des procédures qui sont prévues si jamais on revient à la même situation, c'est-à-dire que la deuxième cour d'appel dit la même chose que la première alors que la cour de cassation entre-temps a cassé. À ce moment-là, vous avez des procédures particulières quand il y a un blocage en fait au niveau des juridictions, et il faut savoir donc qu'à la fin, la deuxième juridiction de renvoi, s'il y a eu plusieurs navettes, la deuxième juridiction de renvoi a l'obligation de se conformer à la solution qui a été fixée par la Cour de cassation. Donc si la procédure devait s'éterniser parce qu'il y a une opposition entre les juridictions de première instance, la Cour d'appel et la Cour de cassation derrière, c'est finalement la Cour de cassation qui a le dernier mot en termes de procédure. J'espère que les choses sont plus claires. C'est un chapitre qui est quand même suffisamment dense. Il y a quand même énormément de points sur lesquels je ne suis pas allée dans le détail, notamment au niveau des tribunaux, le fait d'expliquer dans le détail les compétences des différents tribunaux. Donc si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous ne voulez rien rater au niveau du programme, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!